Bonjour, bonjour à toutes et tous, et surtout un grand bonjour et merci à toi Karima de te joindre à moi aujourd'hui. Bonjour Adrien, Oui. merci. On se connaît pas vraiment encore. Je t'ai sollicité parce que je t'ai vu intervenir notamment sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé que tes posts et tes participations étaient toujours très justes et généreuses. Tu es praticienne en hypnose, systémicienne, formatrice. Notamment, ce que je te propose, si tu veux bien, pour qu'on on puisse apprendre à mieux te connaître, si tu veux bien nous dire un peu, alors on va pas faire tout ton CV bien sûr, mais si tu as eu une vie avant l'hypnose, dans quelle mesure elle peut avoir une influence sur ta pratique de praticienne et de formatrice aujourd'hui? Alors oui, j'ai eu une vie avant l'hypnose. Euh, Peut-être par les événements de ma vie, j'ai été amenée à avoir vraiment besoin depuis toute jeune, de comprendre comment un être humain fonctionne. Alors la grande frustration, c'est que j'ai toujours pas compris, hein. Mais, mais en tout cas, c'est ce qui a guidé ma vie. Euh, et ce qui fait que j'ai choisi les études que j'ai choisies, donc la psychologie, et c'est ce qui fait aussi que pour moi, c'est une véritable passion qui continue à être toujours présente et toujours au cœur de ma vie. Voilà, donc je suis sortie de mes études de psycho à l'ULB en 1997 en Belgique. Et puis, après ces études-là, je suis allée vers l'hypnose directement. Donc, c'était pourtant pas du tout le genre de choses qu'on nous indiquait a priori de réaliser comme étude, enfin comme formation après nos études de psycho, parce qu'à l'époque, pour te dire, l'hypnose ou le vaudou, c'était à peu près la même chose dans le monde des psychologues, quoi, tu vois. Alors aujourd'hui, mais heureusement, grand heureusement, ils se sont beaucoup plus ouverts, mais voilà. Et comme moi, j'avais pas spécialement l'intention de bosser tout de suite avec des patients, j'avais 24 ans, je me suis dit que j'allais aller vers quelque chose qui me faisait kiffer, toujours dans cette envie de comprendre l'être humain. Et je me suis formée du coup avec Thierry Melchior, pardon, son nom m'échappait. J'ai quelques petits soucis avec la mémoire. En ce moment, je travaille beaucoup. Bon. Bref, donc Thierry Melchior, qui a été mon premier formateur en hypnose, ben, donc en 1997, non, en 1999, hein, jusqu'en 2001, dans une formation de 3 ans avec lui. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'hypnose, en me disant aussi assez rapidement que pour moi, en tout cas, dans ma recherche à moi, l'hypnose, c'est un outil. J'ai considéré que j'avais à ma disposition un outil thérapeutique, mais pas une méthode. C'est-à-dire que, bien que je sortais de l'UNIF, les études de psycho, c'était vraiment très, très intéressant, mais c'était de la théorie. Et donc, moi, apprendre la méthode de l'entretien, quel type de questions poser, comment comprendre les difficultés des gens, à quoi les rattacher, les aider à faire des liens et à les accompagner dans la durée, eh bien, pour moi, l'hypnose ne suffisait pas pour ça. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'après l'hypnose, je suis allée vers la thérapie systémique et, euh, et que là, j'ai effectivement découvert une approche qui me convenait parfaitement. Et voilà, je sais pas si tu souhaites qu'on en parle, mais... Alors si, je souhaite qu'on en parle, Karima. Déjà, je souhaitais te témoigner ma jalousie et mon admiration si tu as eu la chance de connaître personnellement Thierry Melchior. Son livre Créer le réel. Allez, tant pis, je lâche le mot. Je pense que c'est tout simplement le meilleur livre sur l'hypnose que j'ai lu. C'est vraiment une pépite d'une finesse à la fois dans les formulations et dans l'analyse et la finesse des stratégies. Donc voilà, j'encourage tous nos auditeurs, auditrices qui sont intéressés par ce sujet. C'est un gros pavé, hein. Voilà, je crois que de mémoire, il est philosophe de mémoire, Thierry Melchior. Il est psychologue, il était psychologue, Thierry Melchior, Ok, au départ. ok. En tout cas, voilà, vraiment un ouvrage d'une très grande qualité. Et donc j'imagine que son contact, ça devait être effectivement voilà, un enseignement de grande qualité aussi. Et ben là où ça va être passionnant, c'est, et à nouveau, ben alors, je suis même pas psy, donc tu vois, on ouvre un espace un peu
de frustration, mais en même temps, on ne peut pas refaire sa vie. À choisir, je pense que ça aurait été une formation idoine, vu mon métier aujourd'hui. Euh, Ça va d'ailleurs nous amener des questions intéressantes. Euh, j'ai l'impression, dis-moi si c'est ton feeling et ton ressenti, que l'hypnose, c'est un très bon outil de connaissance et d'action intrapersonnelle, de modification de nos schémas de pensée, de nos schémas émotionnels, de nos habitudes. Et l'être humain, il est pas hors sol, entre guillemets, il fait partie de systèmes, on fait partie de notre famille, on fait partie de nos équipes professionnelles, et en général, quand on a des difficultés, elles peuvent être soit exclusivement internes à nous-mêmes, soit être plus systémiques. Et donc, en tout cas, une de mes appétences et un de mes désirs on va voir si j'arrive à l'organiser, c'est effectivement de pouvoir compléter ma formation d'hypno avec une approche systémique parce que j'ai l'impression que quand tu as des grilles d'analyse pour mieux percevoir comment se joue la difficulté, est-ce qu'elle est exclusivement à la personne ou est-ce qu'elle est exclusivement au système ou un mélange des deux, alors tu as déjà plus de lucidité pour savoir où intervenir et j'imagine tu as aussi les outils pour pouvoir le faire. Mhm. Si je caricature, c'est l'exemple que je prends un peu toujours, j'espère que pour les gens qui m'écoutent, qui écoutent ce podcast, ce sera pas trop répétitif, mais un enfant qui fait de l'énurésie, ça se trouve, c'est un problème intrapersonnel, il a juste besoin d'apprendre à son corps, à ses sphincters, à mieux se tenir la nuit, entre guillemets, et là, il peut faire des visualisations de robinet, de trucs comme ça peut marcher. Mais si l'énurésie est en réaction, par exemple, à la séparation de ses parents, et qu'il a trouvé que c'était une manière d'obtenir de l'attention, que ses parents restent ensemble, tu peux fermer tous les robinets que tu veux dans l'hypnose, tu risques non seulement pas d'aider à régler le problème, tu pourrais même culpabiliser l'enfant et entre guillemets le priver d'une solution qui soit au bon endroit. Donc effectivement, je serais Oui, curieux de ce que tu vas nous apporter comme éclairage sur les complémentarités entre l'hypnose et la thérapie systémique. oui, voilà. Alors moi, ma vision, elle est légèrement différente de celle-là. Effectivement, je pense que derrière chaque symptôme, il y a en réalité la construction de ce symptôme et qu'elle n'est pas d'aujourd'hui, cette construction, elle est de très loin derrière. Ce que j'appelle le schéma, si tu veux, le fonctionnement de l'individu. Et celui-ci, pour moi, il a été créé à travers nos interactions. Aucun être humain n'est un être, je veux dire, pur, essentiel et sans aucune connexion à son environnement. C'est impossible. Donc, dans nos interrelations, au départ avec notre famille d'origine, nous créons un certain type de fonctionnement et des stratégies d'évitement des situations, des stratégies qui nous permettent également de nous protéger. Les stratégies que j'ai construites hier pour me protéger, c'était celles d'un enfant. Et donc, un enfant a à sa disposition un certain nombre de ressources et il fait en sorte de pouvoir les utiliser pour se protéger de quelque chose qui peut être probablement très anxiogène chez lui. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui peuvent aller vraiment jusqu'à se laisser mourir lorsqu'ils ne reçoivent pas la satisfaction de leurs besoins affectifs. Et donc, ces stratégies que j'ai mis en place hier, elles convenaient à l'enfant que j'étais, mais elles ne conviennent en général plus à l'adulte que je suis devenue. Et donc, je prends un exemple même tout à fait symptomatique. Je veux arrêter le tabac, par exemple. Mais je ne vais pas remonter dans l'histoire de la personne uniquement au moment où elle a commencé. La cigarette, c'est pas un moment très important. Celui-là, en général, il est un petit peu lié au hasard, enfin, des rencontres. Mais ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a un schéma. Et le schéma, selon moi, si je veux généraliser, hein, mais il n'y a aucun schéma qui est généralisable, c'est que elle a appris dans sa vie à remplacer un besoin émotionnel par une réponse extérieure, qui est dans ce cas-ci la cigarette. Pour une autre personne, ça va être par exemple le besoin de reconnaissance. Donc c'est d'aller chercher à l'extérieur un élément qui en réalité devrait venir de l'intérieur et au départ, l'intérieur, il se construit par nos interactions avec les personnes qui nous entourent. Donc bien entendu, dans la plupart des cas, les parents ont fait de leur mieux et il ne s'agit pas du tout d'une vision dans laquelle on va rendre les parents coupables de quoi que ce soit. Par contre, on va permettre à la personne de comprendre dans ces interactions-là ce qu'elle a pu ressentir comme émotion, ce qu'elle a pu vivre comme besoin, qui n'ont pas été satisfaits.
parce que c'est inévitable. Enfin, je pense qu'il n'existe pas une personne dont tous les besoins ont pu être satisfaits ou les émotions rencontrées. Et on va aller réparer également tout ça, donc toute la systémique passée, et travailler également sur la systémique présente. C'est-à-dire que mes comportements vont générer, et puis, enfin, il n'y a pas un point de départ, hein, mais c'est un cercle dans lequel mes comportements génèrent chez l'autre, donc mon environnement, une réaction qui elle-même m'amène à entretenir le même comportement, ce qu'on appelle les boucles de rétroaction, qui sont en fait à peu près la même chose que ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Donc c'est vraiment l'idée que derrière nos difficultés se trouvent en réalité des schémas construits. Et les schémas, ben, ils comprennent nos croyances, nos blessures, notre vécu, les mythes, le mythe familial, ce dont nous nous sommes imprégnés, nos loyautés, visibles ou invisibles. Et dans un problème qui est, je veux dire, général et profond, pour moi, c'est important d'aller travailler là-dessus. Donc la systémique, elle ne s'attarde pas dans le passé pour le plaisir de s'attarder dans le... Enfin, pour le plaisir. Elle s'attarde pas dans le passé de la même façon que l'analytique, la psychologie, la psychothérapie analytique ou la psychanalyse. C'est pas l'idée de, en long et en large, détricoter le passé. C'est vraiment l'idée d'aller chercher les points clés dans le passé pour aller travailler sur les rôles que j'ai adoptés, sur les blessures que j'ai accumulées et du coup, à travers ça, les schémas qui m'amènent à être aujourd'hui la personne que je suis avec les symptômes qui l'accompagnent, tu vois. Donc, par exemple, pour des personnes qui viennent travailler la confiance en soi, ben, très souvent, ça veut dire quelque chose de tout à fait différent pour chacun. Et même s'il s'agit par exemple, de quelque chose de simple comme objectif, parler en public, ben, si on ne travaille pas ce qui se trouve derrière, qu'est-ce qui se passe en moi quand je parle en public? De quoi j'ai besoin quand je parle en public? La reconnaissance de l'autre, évidemment. Euh, et d'où ça vient, en fait, toute cette faille de peut-être d'estime de soi qui est derrière la problématique de confiance en soi. Enfin, bref, voilà, moi j'ai besoin de remonter afin de comprendre les choses de manière générale. C'est pour ça, oui, que moi je travaille pas avec des demandes qui sont symptomatiques et uniquement axées sur l'hypnose. Voilà, ça me fait pas kiffer, hein, simplement. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler avec l'individu dans sa complexité et dans sa généralité à travers la systémique. Et alors, donc, tu donnais par exemple, je parle beaucoup, hein, mais tu donnais l'exemple d'un enfant qui a de l'énurésie. Et en effet, une porte d'entrée, ça peut être le symptôme. Pourquoi pas? Et effectivement, on peut très vite l'aider avec des histoires de robinet et ça peut très très bien fonctionner. Ou pas. Et quand ça fonctionne pas, effectivement, il y a une systémique familiale qui peut être travaillée, mais il y a aussi toute une systémique intérieure. Et la systémique intérieure, ben, c'est le résultat de la systémique familiale. C'est tout ce que j'ai intériorisé à travers les relations que j'ai pu vivre au sein de ma famille. Et donc là, on va travailler avec, par exemple, deux aspects de sa personne, de sa personnalité. Un aspect qui est capable de garder le robinet fermé en journée, tout simplement, par exemple, et qui n'est pas capable ou n'est pas encore prêt à le garder fermé la nuit. Et donc, voilà, c'est aussi de la systémique, mais intérieure à cette fois. Très clair, merci beaucoup. Dis-moi si je dis une bêtise entre guillemets, dans ton institut de formation, donc en tout cas on voit bien la philosophie de ta pratique, dans ton institut de formation, tu formes à la fois à la systémique et à l'hypnose, c'est nécessairement les deux ensemble, c'est que des psychologues, tu formes aussi des gens qui sont en reconversion. Là en fait, je t'indique un peu la direction dans laquelle je souhaite qu'on aille, c'est euh, pour les gens qui sont en reconversion, qui sont assez nombreux aujourd'hui dans la pratique de l'hypnothérapie, euh, j'ai l'impression, et c'était comment dire, le moteur à la base de ces rencontres, de ces interviews, c'est d'aider à clarifier justement le cadre de notre pratique quand on vient pas d'une pratique qui est mieux cadrée, entre guillemets.
Et donc voilà, déjà, est-ce que tu veux bien nous préciser quelle est ton activité et à qui tu t'adresses? Et puis je pense que ça va nous amener effectivement à comment est-ce que tu aides les gens que tu formes à être des accompagnants, des accompagnantes les plus sécures possibles pour les gens qui viennent les voir et pour eux, quoi. Alors moi, je forme effectivement des personnes à l'hypnose. Je vais commencer par ça. Et donc, en leur donnant ma philosophie, c'est-à-dire en leur partageant le fait que l'hypnose pour moi est un outil et que j'accepte de partager cet outil à quiconque le souhaite. D'abord parce que j'ai la croyance qu'il n'est pas indispensable d'être psychologue pour être un très bon thérapeute. Voilà. Par contre, j'ai aussi la croyance qu'il est indispensable de se former, se former, se former, lire, 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 s'informer quand on s'occupe de l'humain. C'est, enfin, c'est hyper important. Enfin, pour moi, on le doit à nos patients. Ils nous confient quelque chose qui est leur intimité, qui est pour moi la chose, je pense, essentielle à l'individu, c'est vraiment son monde intérieur. Eh bien, on doit être en position de mériter, euh, de pouvoir travailler avec eux. Et ça, ben, c'est en développant ses compétences, mais pas uniquement ses compétences, également ses savoir-être, quoi. Donc, pour moi, par exemple, un accompagnant doit également être accompagné en thérapie. Bref, donc je forme tout le monde à l'hypnose en leur indiquant ça, cette limite. L'hypnose, c'est un outil et vous l'intégrez à votre profession de départ, à votre manière. C'est-à-dire que si vous êtes infirmier et que vous souhaitez utiliser l'hypnose dans votre boulot d'infirmier, eh ben, c'est OK pour moi. Je pense que ça peut avoir son utilité dans ce travail-là, comme ça peut avoir son utilité pour des psys qui veulent apprendre l'hypnose. Mais l'hypnose en soi, telle que je vous amène l'outil hypnose. Donc, par exemple, on va pas s'attarder sur des notions comme l'anamnèse, parce que la façon dont je travaille une anamnèse, c'est systémique. Et là, alors oui, je leur donne quelques points d'anamnèse, les questions qu'ils peuvent poser, mais si on veut travailler avec l'approche systémique, eh bien, il faut se former à la systémique, et ça, c'est une autre formation. Donc, il y a des personnes qui, après avoir suivi mes formations en hypnose, eh bien, viennent se former à la systémique. Et là, ça dure 1 an. Et donc, c'est un accompagnement des thérapeutes à travers voilà, différentes rencontres, différentes formations, différents contenus également que je leur partage et là, je les forme sur du long terme avec vraiment une idée de les amener à développer un cadre de thérapeute, une posture de thérapeute, à analyser une demande à la manière dont on le fait dans la systémique, qui est propre à la systémique. Par exemple, dans la systémique, on- le problème, enfin en tout cas la difficulté annoncée, on la considère comme une plainte. C'est pas encore ça le problème. Le problème, c'est quand on a bien défini la plainte par le où, quoi, comment, pourquoi, depuis quand, etc. Et là, on arrive déjà à délimiter une difficulté dans le temps, depuis quand et combien de fois par semaine, par exemple, elle se présente. Et puis, on passe à l'objectif. Et puis, on passe encore à une étape supplémentaire qui est la demande. Dans la systémique, en fait, je fais partie du système avec mon patient. Et donc, dans ce système, il est important qu'il aille jusqu'à me faire une demande et qu'il définisse dans cette demande quel rôle il attend de moi et quel rôle il va prendre, lui, dans la thérapie. Et donc, ça, c'est super important. Sans demande, je ne peux pas travailler. Sinon, on risque tout un tas de malentendus qui nous amèneraient à aller chacun dans une direction différente. Donc voilà, pour revenir aux formations en hypnose, alors effectivement, elles sont malgré tout teintées de qui je suis et de mon expérience à moi. Je leur amène plein d'exemples qui sont issus de ma pratique avec toutes les réflexions qui vont avec. Maintenant, voilà, je leur indique aussi tout le temps la limite entre ce que je suis en train d'évoquer d'une situation et ben, l'hypnose, qui reste finalement l'outil qu'on peut utiliser dans le cadre de n'importe quel type d'approche, et y compris la systémique. Génial, c'est vrai que
Il y avait un papier, un article qui a été écrit par Cyril Champagne, qui m'a fait l'honneur d'une interview aussi, qui explorait les fondements psychologiques de l'hypnose ericksonienne. Et effectivement, Erickson, c'était un psychiatre qui avait une formation théorique et pratique de médecin et de psychiatre qui a un fondement important pour l'accompagnement des personnes en souffrance et en vulnérabilité. Il avait une connaissance aussi de beaucoup de courants de psychothérapie, de psychologie. Il avait une connaissance de l'hypnose classique et euh, euh, je trouve que ça permet de clarifier effectivement entre l'outil hypnose, parce que finalement, mettre quelqu'un en hypnose, la plupart du temps, c'est assez facile. Alors après, il peut y avoir des enjeux de croyance, des enjeux relationnels qui peuvent faire que parfois, ça peut être un vrai travail d'aider à ce que la personne s'autorise à rentrer en hypnose. Mais tu regardes dans l'hypnose ludique ou dans l'hypnose de spectacle, si tu prends des sujets qui sont doués, enfin, je veux dire, on t'apprend un script en 10 minutes, avec certaines personnes, elles vont rentrer en hypnose. Donc, l'action ou oui, l'action de rentrer en hypnose ou d'aider quelqu'un à rentrer en hypnose, en soi, les techniques sont assez simples. Après, la question, c'est effectivement comment est-ce que ça, on l'utilise dans une perspective thérapeutique. Et effectivement, alors je ne savais pas qu'il y avait euh, ce distinguo que toi tu fais dans tes formations. Juste pour bien préciser, tu as parlé d'infirmières ou de psychologues. Est-ce que tu as des gens, puisque tu as dit que c'était ouvert à tous, est-ce que tu as des gens qui sont d'anciens coiffeurs ou d'anciens consultants en management ou que sais-je, qui se disent, voilà, moi, et souvent d'ailleurs parce ils ont fait de l'hypnothérapie, ils ont vu l'efficacité sur eux et ça leur donne envie de pratiquer, de faire ce métier. Ce podcast, ces interviews s'adressent principalement à des gens qui soit ont envie de le faire, soit ont commencé à le faire, soit des praticiens, praticiennes un peu plus capés qui se rendent compte que pour peu que, comme c'est le cas dans pas mal d'écoles, on se soit plus focalisé sur l'approche hypnose ou hypnothérapie, avec les limites effectivement si on ne t'enseigne qu'un outil, c'est un peu léger en fait. Donc, pardon, la question est un peu longue. Juste sur la partie hypnose, est-ce que comme tu parlais d'infirmières ou de psychologues qui viennent ajouter un outil à leur besace, est-ce que tu as aussi des gens qui n'étaient pas du tout dans cette lignée, entre guillemets, de l'accompagnement et qui viennent quand même acquérir les outils et cette philosophie à ton contact? Oui, 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 beaucoup. J'ai des personnes qui sont dans l'énergétique au départ, j'ai des personnes qui sont, enfin voilà, dans n'importe quel type de domaine et qui souhaitent à un moment se reconvertir. D'ailleurs, il y a une vague de reconversion ici depuis le Covid, juste incroyable. Alors moi, je trouve ça très beau, quelque part, que les gens se rapprochent de ce qu'ils souhaitent vraiment. Et je, je me dis, en toute humilité, que je suis contente quand ils tombent sur moi, parce que du coup, je leur fais part, en fait, du fait que non, tu deviendras pas thérapeute en 8 jours. Ça marche pas comme ça, en fait. Il faut savoir qu'il y a, pour beaucoup de gens, tout un background derrière, et si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Tu peux l'acquérir à n'importe quel moment. Moi, je connais des thérapeutes, d'ailleurs, que j'ai formés et qui travaillent aujourd'hui avec moi. Elles se sont reconverties parfois il y a 2 ans, à l'âge de 54 ans. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait en 2 ans? Elles ont suivi plein de formations en hypnose. Elles ont suivi une formation en systémique, certaines avec moi. Elles ont suivi une formation en thérapie des schémas. Des formations en thérapie, il en existe plein. Donc moi, j'ai ce discours-là vis-à-vis de mes élèves. Et bah, pour te donner une anecdote, bah, j'ai quelqu'un dans ma formation de base qui dure 4 jours qui me demandait à la fin de la formation, est-ce que je peux ouvrir un cabinet d'hypnose? Ah, j'ai dit, ben, bien sûr, il n'y a rien qui t'en empêche en fait. Même si tu n'étais pas passé par ma formation, même si tu n'avais jamais fait la moindre formation, tu peux ouvrir un cabinet d'hypnose. D'ailleurs, j'en connais des gens qui ont fait un peu de street et puis ont ouvert un cabinet d'hypnose. Donc, go. Mais si ta question, c'est de savoir est-ce que tu seras un bon thérapeute, un bon hypno, et si tu auras des gens, ma réponse est non. Alors, peut-être qu'il y en aura quelques-uns au début, mais en fait, la réputation d'une personne, d'un hypno ou d'un thérapeute, peu importe, elle se fait sur base de la manière dont on a semblé compétent aux gens, dont on a semblé compétent à la fois, je veux dire, dans nos, dans nos savoirs, dans nos savoir-faire, dans nos savoir-être. Et c'est ça qui va faire que, à un moment
ben, ces gens vont parler et que le bouche à oreille va faire en sorte que ton cabinet, il deviendra de plus en plus plein. Mais si tu veux t'installer au bout de 4 jours, fais-le. Alors, il n'est pas venu, il s'était inscrit au perfectionnement, il n'est pas venu. Et j'ai vu qu'il avait affiché sur Facebook un diplôme qu'il a reçu d'un institut suisse auquel il a, enfin voilà, probablement payé un montant et voilà, reçu une vidéo et puis ben voilà, son diplôme il l'a. Donc c'est pas très compliqué, je veux dire. Pour moi, si les gens passent pas par moi, parce que je me fais parfois critiquer un petit peu là-dessus. Donc d'abord, d'une part, je ne pense pas que les psychologues soient tous des super thérapeutes. Je ne dis pas que certains ne le sont pas, hein. Mais quand on sort de psycho, si on ne fait pas formation de thérapeute, on n'est pas un thérapeute. On a appris la théorie. La théorie est très importante, mais on n'a pas appris à accompagner des gens. Donc, il y a des gens, des psychos, qui sont dans ma formation systémique. Il y en a plusieurs. Deuxièmement, je connais beaucoup de thérapeutes qui sont excellents, sans jamais avoir fait de la psycho au départ. Mais par contre, ils ont lu, ils ont appris euh, tout ce qui est psychopathologie, psychotrauma, donc la théorie. Et à côté de ça, ils se sont formés dans plein de choses, et y compris des approches thérapeutiques. Et donc, et la troisième chose, c'est que je suis très claire sur les limites de chaque domaine que je transmets et sur l'honnêteté et l'intégrité que nous devons offrir au public. Donc voilà, dans toutes ces conditions-là, oui, je forme tout le monde. Très clair. Et merci pour ce positionnement à la fois engagé et ce partage sincère et précis. J'ai l'impression que c'est pas évident de nommer, parce que c'est quand même, tu vois, il y a des enjeux, tu vois, c'est pas, euh, c'est des concepts entre guillemets ou des situations qui sont effectivement en jeu et qui sont qu'on peut pas résoudre, je veux dire, en deux phrases. Et donc voilà, c'est très bien. En tout cas, ça me va très bien que tu prennes le temps de bien de bien ouais, de bien préciser comment tu manœuvres dans ces eaux un peu mouvantes de gens en reconversion, de clients, parce que moi je suis pas psy, donc je dis pas patient, mais de personnes en souffrance, en vulnérabilité qui viennent se confier à nous, des enjeux systémiques, des enjeux légaux qui pour l'instant justement c'est pas trop cadré. Je pense en Belgique comme en France, comme tu dis, n'importe qui peut s'installer, faire de l'hypnose et légalement c'est ok. J'aimerais être d'accord avec toi à 100%, je le suis que partiellement. On avait fait une interview avec Yann Verviers et je crois qu'il avait évoqué cette idée que il y a deux manières d'avoir un cabinet rempli. Celle que tu nommes la compétence et il y en a une autre, c'est la communication. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, etc., des gens très doués en communication peuvent suffisamment amorcer la pompe pour faire venir des gens, même si la compétence pourrait ne pas être au rendez-vous. Tu as Euh, raison. Oui, c'est vrai. C'est malheureusement vrai. J'aime à croire que les choses dépendent plutôt de tes compétences et de qui tu es, mais oui, je suis d'accord avec toi. En tout Il a cas, raison. en termes d'alignement, probablement que ceux et celles qui nous écoutent euh, peuvent sentir, et je crois que si on est ensemble aujourd'hui et que les gens nous écoutent, c'est qu'il y a justement une curiosité de continuer de comprendre, de se connaître, de connaître, de se connaître, de se former aussi. C'est pas du tout une formation ce qu'on est en train de faire, mais on est en train d'explorer, en tout cas moi c'est le but de ces interviews, d'essayer d'explorer avec un minimum de finesse justement les enjeux liés à cette pratique. Et donc si les gens nous écoutent, c'est qu'ils sont dans cette démarche qui sentent qu'il y a une vraie complexité et que ça mérite voilà, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des échanges, qu'il puisse même y avoir des confrontations, parce que justement, qu'on place des points de repère. euh, donc euh, voilà, je trouve que l'ambition et la finesse de ta réponse est rassurante. Euh, Oui, et je me penche régulièrement sur mes propres valeurs et ma propre intégrité parce que, évidemment, j'ai tellement de respect et d'amour pour cette mission de l'accompagnement de l'humain que je me pose vraiment réellement souvent la question de savoir si ma posture est juste. Même après tout ton parcours, toutes tes formations, toutes tes certifications, aujourd'hui encore,
tu te remets en question, en tout cas, tu continues d'être vigilante sur tes valeurs, sur ce qui t'anime et sur la manière de les incarner? Ah ben, à tout niveau, à la fois dans mon travail de thérapeute sur le terrain, où je continue à être supervisée, hein. Faut faire ça toute sa vie, hein. Clairement, je continue à rencontrer des difficultés comme tout le monde. Mais je parlais aussi de ma posture par rapport à formation. J'ai vraiment besoin d'être intègre dans ce que je transmets, de ne pas, enfin, vendre. Bien sûr, nous sommes tous quelque part à proposer des choses et à souhaiter qu'elles soient, qu'elles soient connues et voilà. Donc cette notion de vente, j'ai pas de problème avec ça. Néanmoins, je remets beaucoup en question chaque élément et régulièrement, je me repenche sur voilà, cette intégrité, est-ce que j'ai mes valeurs et est-ce que je suis toujours OK avec mes valeurs, par exemple, de former tout type de personnes? Eh bien, c'est OK. C'est OK parce qu'il y a aussi cette valeur de confiance. Ce qui ne veut pas dire que j'ai l'assurance que chacun fera ce qu'il faut de l'outil que je lui transmets. Par contre, la confiance consiste aussi à lâcher sur les parties qui ne m'appartiennent pas. Donner tout ce que je peux donner en termes d'information, de communication et sur les valeurs que je veux transmettre, et puis de lâcher sur le reste, ce qui ne m'appartient pas. Tout à fait. En tout cas, on sent bien dans ton discours que bon, on en voit un peu, mais souvent c'est quand même des instituts qui sponsorisent des pubs sur Facebook avec des formations en visio ou en vidéo sur 3 jours, devenez hypnothérapeute. On voit bien que toi, tu es plutôt à l'extrême inverse, entre guillemets, je sais pas si c'est l'extrême, mais dans l'énergie de sérieux, de transparence, qui peut parfois être un peu moins vendeuse. C'est-à-dire que Ah si on dit bah, oui, viens ça faire cinq c'est jours clair. de formation et tu vas te reconvertir et ton cabinet sera plein et tu seras une super thérapeute, probablement que ça peut attirer certaines personnes, certainement que c'est un peu malhonnête. Et effectivement, comme il y a des enjeux forts, il y a des vies, il y a des êtres humains, derrière, il y a des familles, c'est quand même pas anodin. J'ai l'impression que effectivement la responsabilité est importante. Tu Ouais, ouais, parlais clairement. tu parlais de vendre et de communiquer. Une des raisons pour lesquelles je t'ai sollicité pour qu'on se rencontre et que on vienne échanger ensemble, merci encore pour ça, c'est que ben, récemment, alors peut-être que j'étais pas dans tes réseaux avant, mais j'ai l'impression que depuis quelques mois, en tout cas, j'ai vu pas mal de publications passer de ta part, de par ton groupe Hypnosanté, avec toujours un soin, c'est souvent détaillé, avec des exemples. On sent qu'il y a un soin de rédaction. Pour celles et ceux qui peuvent être intéressés à développer leur visibilité sur les réseaux, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'organises? C'est toi qui rédiges tout? Tu as des gens qui t'aident? Tu as des gens qui connaissent bien les réseaux sociaux? Tu fais tout à la main? Tu utilises l'intelligence artificielle? Comment est-ce que tu t'organises pour produire régulièrement? Tu fais des challenges? Enfin, t'es assez active. Déjà, est-ce que, tel que c'est mon impression, est-ce que c'est récent, il y a quelque chose qui a changé et tu t'es mise à plus être présente? Où, comment est-ce que tu te structures? Alors, tu disais que tu bosses beaucoup, voilà, qu'il y a des niveaux de fatigue importants aussi. Voilà, comment est-ce que tu arrives à t'organiser pour justement bah, avoir ce que je trouve une chouette présence sur les réseaux sociaux comme ça? Alors, bah écoute, non, c'est pas tellement récent. Donc, j'ai créé le groupe Hypnosanté, je pense, il y a 3 ans, je sais plus, oui, il y a 3, 4 ans. Au début, vraiment, avec juste les personnes qui avaient participé aux formations et qui souhaitaient continuer à échanger. Pour moi, c'est vraiment important de continuer à les suivre, en fait, hein, à leur demande, hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas les surveiller, hein, c'est vraiment pouvoir répondre à leurs questions. Je trouve ça normal, hein. Et puis petit à petit, ce groupe s'est étouffé et en effet, ben oui, je produis beaucoup dans le groupe, mais c'est c'est un petit peu je suis hyperactive, il faut le savoir. Donc j'ai une hyperactivité mentale et donc je programme rien. Enfin, je veux dire, j'ai pas les idées à l'avance, de ce sur quoi je vais partager. D'ailleurs, j'aimerais, hein, un peu plus me structurer, mais ça fait pas partie de ma construction apparemment pour ce genre de choses. Donc, souvent, ben voilà, c'est à travers une question qui est abordée parce que je suis encore sur le terrain, moi, donc j'ai plein de patients dans la semaine. Donc,
quand j'aborde un truc avec un patient, tic, ça me donne une idée de partage vers d'autres thérapeutes. Et donc, j'écris des textes à un moment, quand ça me prend, peut-être parfois juste après une séance, j'écris un petit texte. Il est dans mon ordinateur et puis je le retravaille tranquillement quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Et dans ces moments-là, je peux par exemple interroger ChatGPT en disant, bah, tiens, sur la notion, je sais pas moi, de la honte, est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit là-dessus? Et puis, ChatGPT me donne une petite structure. Alors, dans mon domaine, il est souvent un petit peu à la masse, mais ça donne un peu une structure. Voilà, on peut parler de tel point. Ok, ben voilà, un peu comme les recettes de cuisine, hein. Moi, sur Internet, je vais parfois chercher une recette et ça me donne juste l'idée de quelques aliments que je peux associer entre eux. Et puis c'est parti. Et là, à ce moment-là, c'est voilà mon écriture qui vient. J'adore écrire, j'ai toujours écrit. D'ailleurs, voilà, j'ai un bouquin, je le dis pour la première fois parce que j'aime pas dire ça, euh, parce que ça me fait très peur de, de me dire peut-être que je vais jamais y arriver, mais tout ce que j'écris, ben oui, fait partie d'une réflexion que je suis en train de rassembler pour écrire effectivement quelque chose qui soit justement un lien entre la systémique et l'hypnose. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu entièrement à ta question. Clairement, je ne saurais pas dire, mais en tout cas de manière satisfaisante. Euh, je ne veux pas être dans la flagornerie et trop te flatter. En tout cas, je peux te renvoyer que voilà, moi, je suis assez sensible à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les productions de contenu. Autrement dit, quand je vois des posts qui sont produits par ChatGPT, ça me crée plutôt de la répulsion. Et donc, j'ai l'impression que tu as trouvé une justesse si jamais tu l'utilises un peu comme une manière de te challenger ou de venir te donner peut-être une ou deux idées. Tiens, je peux rajouter cette épice-là dans cette soupe et ça va la bonifier, mais t'as déjà ta recette à toi ou tu as déjà ton expérience de ta cuisine. Et donc, voilà, je trouve que dans ce que tu proposes, c'est justement, on sent ton humanité et pas ce côté un peu désincarné du texte un peu aléatoire de l'intelligence artificielle. Donc, Oui, non, c'est pas du tout l'intelligence artificielle qui écrit mes textes. Je les écris de manière d'ailleurs très spontanée, quoi. Enfin, ça vient. et tu dis, voilà, tu as des moments, tu as un peu des fulgurances, je sais pas si c'est le mot, en tout cas une intuition, ou suite à une séance, ou peu importe un sujet qui te traverse l'esprit, tu vas faire un moment de production parce que voilà, tu aimes bien écrire. Après, tu peux le laisser reposer un petit peu, éventuellement venir le challenger, le réécrire. Et donc, ça fait que tu as une espèce de masse, entre guillemets, c'est pas très joli comme mot, mais d'un certain nombre d'articles ou de textes qui sont préécrits. Et ensuite, sans que ce soit forcément plus structuré que ça, tu arrives à avoir une espèce de régularité dans la publication, notamment sur ton groupe. C'est un peu comme ça que ça se fait. Ah oui. Alors, bon, je te dis honnêtement, si je pouvais me passer des réseaux sociaux, je le ferais avec bonheur. Moi, j'avais pas besoin du tout des réseaux sociaux quand j'étais psy et juste psy. Comme enfin voilà, ici il y a mon réseau, on va dire local, et j'avais pas besoin de communiquer si tu veux. Mais effectivement, aujourd'hui, pour les formations, il y a cette importance de se visibiliser. C'est pas ma zone de confort. J'essaye d'en faire quelque chose qui, malgré tout, peut entrer dans mon style à moi. Et voilà, mon style à moi, ça va être parfois un peu une touche d'humour. Enfin, j'essaye d'être le plus, comment dire, authentique possible, quoi. Je cherche pas à spécialement montrer une image de quelque chose. Voilà, je produis des choses parce que vraiment, elles m'occupent l'esprit et que c'est vraiment des réflexions perso. Et puis après, je laisse venir aussi tout ce qui peut simplement être partagé de plus spontané, quoi. Des questions que je me pose, voilà. Et c'est vrai que surtout, je sais que je ne sais pas, tu vois. Donc, quand je pose des questions, parfois, j'ai moi-même pas la réponse. Il y a quelques jours, j'avais demandé qu'est-ce que c'est pour vous l'inconscient? Mais c'est une question qui m'a traversée. J'étais en formation ce week-end-là. Et en posant la question, je me suis dit, mais en fait, je vais devoir y répondre, moi, tout à l'heure. Et puis finalement, c'est quoi?
Et puis je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas. Alors si je sais ce que c'est pour tel auteur, tel auteur, tel auteur, mais justement, c'est des choses tellement définies de manière tellement différente par plein de gens. Et moi, dans ma clinique, honnêtement, je sors enfin, je sors, c'est pas fini, mais de plus de 20 années de clinique en te disant, je ne sais pas, vraiment quoi. Et donc, c'est des concepts, et c'est intéressant de lire sur des concepts. Mais je ne me suis approprié aucun d'entre eux de manière, je veux dire, Hmm. unique ou dogmatique, quoi. Excellent. Bah, ça me met au contact, moi, d'une forme de réponse. J'ai pas répondu quand tu as posé la question. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout des processus inconscients. On en parlait, j'ai Michel Wozniak avec qui j'ai enregistré une interview ce matin. Donc, c'est rigolo parce qu'il y a des résonances. D'ailleurs, je vais probablement te poser un peu cette question. On va voir, toi, comment tu te l'appropries, vu qu'on se rapproche tranquillement de la fin du temps qu'on a prévu ensemble. Euh, de, euh, S'il y avait, mais t'en as déjà donné beaucoup, mais un conseil, un truc et astuce, quelque chose que tu aurais aimé savoir peut-être plus tôt dans ta pratique ou dans ton apprentissage pour pouvoir transmettre et que les gens qui nous écoutent bah, puissent voilà, encore mieux bah, profiter de l'échange qu'on a et bah, construire leur propre chemin en s'appuyant un peu sur les éclairages des uns et des autres. Lui, il est allé beaucoup sur l'alignement, être aligné avec ses valeurs. Et du coup, à ce moment-là, toi, tu nommes l'authenticité et je trouve que ça se ressent dans ce que tu nous partages. Euh, et on a aussi nommé, justement, et on en a parlé, tu sais, on utilise souvent la différence entre conscient et inconscient, et en fait, il semblerait que, ok, ce sont des métaphores qui parlent plutôt bien à nos clients ou nos patients, elles sont assez opérationnelles parce que, bah, du coup, ça permet de créer une dissociation et de pouvoir plus facilement aider les gens, je trouve, à se mettre en mouvement, on va dire. Et bah, j'en parle deux fois d'affilée, tant pis pour. Enfin, j'espère que ça reste positif pour nos auditeurs, auditrices. Euh, il y avait un cours d'hypnologie avec Cyril Champagne où, alors j'ai pas revérifié mes sources, donc je manque un peu de précision, mais il proposait de sortir de cette dialectique conscient-inconscient pour passer sur un triptyque. Et notamment, est-ce que c'est volitionnel, est-ce que j'en ai la volonté ou est-ce que je le subis? Est-ce que je suis présent? C'est-à-dire, tu sais, tu peux faire des gestes sans en être conscient et t'en rendre compte après. Et une dimension d'agentivité, est-ce que c'est moi l'acteur ou est-ce que il y a une autre partie de moi qui m'agit? Et j'avais trouvé que justement cet éclairage-là était intéressant parce qu'il permettait de donner du volume à ce qui normalement est un peu une étiquette conscient-inconscient. Après, j'ai l'impression que on pourrait parler de processus inconscients, des processus physiques, des processus Oui, émotionnels. enfin, ouais, moi, ça me parle surtout en termes, effectivement, de parties de soi qui sont plus du côté du modèle IFS et dont certaines sont cachées, peut-être un peu plus que d'autres, moins conscientes, moins présentes à l'esprit, enfin à la conscience, au quotidien, euh, et qui malgré tout s'expriment à travers des choses parfois qui sont pas très conscientisées pour la personne, mais que nous parfois on peut voir de l'extérieur, ce qui m'amène parfois à dire aux gens, bah, qui me parle là? Qui est en train de me parler? Alors parfois ils sont un petit peu désarçonnés. Ouais. Parce que j'entends bien que, par exemple, le ton de la voix a changé, le menton se met à trembler, et il y a une émotion qui est en train de se vivre. Et j'ai l'impression d'être tout à coup en présence d'une petite fille, par exemple, ou d'un ado. J'ai l'impression d'être en présence d'un personnage. Et c'est intéressant de le figurer, ce personnage, parce qu'il fait partie de la famille intérieure et de comprendre ben, quel est le rôle de ce personnage, quelles sont ses émotions, quelles sont ses fonctions pour le système, pour l'équilibre intérieur. Donc, c'est vrai que je reviens à nouveau sur mon modèle qui est plus systémique qu'analytique. Donc, effectivement, voilà, pour moi, il n'y a pas ces trois instances psychanalytiques entre le ça, donc l'inconscient de Freud, le moi qui serait tout moi et puis le surmoi qui serait l'idée que la société nous apporte des règles, hein, dont on a besoin d'ailleurs, mais vraiment plusieurs aspects. Mais voilà. Des modèles de compréhension, il y en a tellement et je les trouve tous intéressants et riches, hein.
clairement. Je trouve que juste, je bug un peu pour nos auditeurs auditrices. IFS, Internal Family System, système de famille interne. J'enfonce probablement une porte ouverte, mais au cas où. Et ce que je trouve très juste dans l'enseignement de Cyril Champagne et qui, moi, m'avait peut-être un peu limité, même, tu sais, sur des dimensions artistiques, mais je pense que j'étais adolescent prétentieux, tu vois, de pas vouloir apprendre trop les gammes parce que ce serait comme me conformer à la pensée d'autres. Et pareil, j'avais l'impression que étudier la psychologie ou étudier la philosophie, moi, tu vois, pour moi, la philosophie au lycée, j'ai pas compris qu'on me demande d'étudier les auteurs. Pour moi, la philosophie, c'était penser par moi-même. Et je pense que je suis allé un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire que comme si en étudiant les autres, eh bien, j'aurais été obligé d'accepter leurs pensées, ou comme si en acquérant des grilles de lecture que d'autres ont développées, j'y serais sujet, alors que avec un peu de maturité, la vie faisant son travail, le temps faisant sa patine, je me rends compte qu'en fait, on peut probablement avoir une plus de justesse. On reste des nains assis juchés sur les épaules des géants. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'êtres humains intelligents qui ont travaillé et qui ont parfois passé leur vie à travailler sur ces sujets. Et donc on part pas de nulle part. Et effectivement, euh, connaître certaines grilles de lecture, idéalement un certain nombre, peut donner du volume. Et peut-être que l'enjeu après sera de rester lucide parce qu'on peut avoir tendance à vouloir calquer la grille de lecture sur l'expérience de la personne. Et j'ai l'impression que c'est plus ce regard-là qui va nous permettre, quand la personne interagit avec nous, et dans sa manière de dommer ou de vivre l'expérience, qu'on puisse la rapprocher d'une grille de lecture. Mais non pas pour lui dire vous êtes sujet à cette grille de lecture, c'est à vous entendre tel que vous l'exprimez, on pourrait reconnaître ce que d'autres personnes ont nommé comme étant, je sais pas, je pense au triangle de Karpman, voilà, un bourreau, une victime et le troisième m'échappe, mais euh, c'est bizarre ça Ben, d'ailleurs. le sauveur, hein, Le sauveur, mais voilà, oui. comme de par hasard. Euh, et donc, en tout cas, je te rejoins. Je pense que qu'on les fait sur les bancs de l'UNIF ou que ce soit de la culture personnelle, parfois d'ailleurs la vie aussi, nous a aidé à développer des compétences qui font que on a déjà de bons outils pour pouvoir accompagner les gens de manière efficace. Euh, mais oui, il y a un peu de boulot, quoi. Effectivement, le verbe de ma vie, parce que certains parlent, ça je sais pas dire, mais le verbe de ma vie, c'est apprendre. Et la seule chose qui me permet d'apprendre, c'est de ne pas être sur mes certitudes. J'ai des croyances, comme tout le monde. Et à la fois, je ne parviens pas à ce que ça devienne des certitudes. Parfois, j'aimerais, hein. Je me dis, bah, peut-être que du coup, j'aurais une posture beaucoup plus affirmée, beaucoup plus, je sais pas moi, confiante. Mais je fonctionne pas comme ça marche pas en fait. C'est vraiment apprendre dont j'ai besoin. Et ça l'a toujours été. Et donc chaque modèle m'apprend des choses et chaque modèle et plus j'en apprends, moins je peux rester certaine que c'est ce modèle-là qui est vrai pour tous. Alors celui qui a écrit le modèle, bien entendu, qu'il va à chaque page tenter de te convaincre que c'est the modèle et que celui-là va régler toutes les difficultés de tous les êtres humains sans exception. Eh bien, moi, je dis simplement que ça fait 25 ans que je cherche et que franchement, même plus, parce que pendant mes études aussi, si j'avais découvert the modèle qui réglait tout, ben, j'utiliserais plus jamais aucun autre et je l'aurais déjà partagé à d'autres et ça se saurait. Mais non, non, ce qui est intéressant, c'est de justement aller explorer toutes ces portes d'entrée qui nous ramènent finalement à la même chose, quoi. Il y a des mots différents pour dire les choses, mais au final, c'est la même chose. C'est la même chose que l'on essaye d'explorer, c'est comment on fonctionne et voilà. En tout cas, là, je peux te faire un témoignage personnel, des gens qui sont trop assertifs dans leur vision du monde. Je crois que je te rejoins un peu, peut-être que c'est pour ça que je t'ai sollicité. Moi, j'ai toujours eu un peu de circonspection avec mes certitudes et le monde étant, la vie étant trop complexe pour pouvoir être toute comprise, j'ai toujours un peu ouais, de doute même sur ce que je pense ou sur ce qui me paraît plutôt solide. Euh, j'ai l'impression que
Alors tu vois, c'est comme en politique, quoi. Le populisme, on te donne des réponses simples à des problèmes complexes. Bah, c'est probablement que pour capter des voix, c'est peut-être parfois plus facile. À l'époque du Covid, tu vois, quand les gens ils arrivaient en disant, bah, on sait, c'est sûr que c'est pas facile pour un politique de dire, bah là, en fait, on est un peu paumé, on sait pas, mais on tâtonne. Euh, Moi, aujourd'hui, encore une fois, ça parle probablement de qui je suis, quelqu'un qui est raisonnable dans ses postures, qui est quand même engagé, tu vois, il y a de l'ambition, il y a de la recherche, il y a du boulot. D'ailleurs, j'ai l'impression que souvent les gens qui travaillent beaucoup et qui ont le meilleur niveau sont souvent assez aussi humbles et modestes. Il y a un peu l'effet Dunning-Kruger, tu vois, plus tu maîtrises quelque chose, plus tu sais que tu maîtrises pas. Donc en tout cas, voilà, moi je trouve qu'une posture raisonnable et d'apprentissage et de doute m'inspire plus confiance que des gens qui prétendent avoir la solution et qui vont tout régler en une séance d'hypnose unique. Euh, Mais Ouais, je suis l'anti-séance d'hypnose unique. Et en même temps, bah, tu vois, là, j'ai des interviews avec des gens qui sont peut-être un petit peu plus de ce côté-là, qui sont prévus. Et justement, je trouve que c'est chouette aussi d'être suffisamment solide en soi pour aller explorer ce qui nous paraît peut-être en contradiction ou qui paraît être sur des schémas opposés pour que dans un dialogue respectueux et fertile, bah, on puisse faire bouger un peu les lignes. euh, euh, et peut-être que pour certaines personnes, dans certains contextes, une seule séance, c'est bien aussi et c'est ce qui leur correspond. Ah, et pour moi, c'est tout à fait OK, en fait, hein. Voilà, c'est une autre façon de travailler. D'ailleurs, j'en vois des gens, des patients qui veulent pas travailler de manière plus globale et systémique. Je les envoie travailler avec d'autres thérapeutes qui acceptent de faire de l'hypnose et de l'hypnose. Pour moi, c'est tout à fait OK. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Pas de problème, hein. J'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, hein. Je parle vraiment de ma posture à moi. Et si enfin, tout à l'heure, tu me demandais quels conseils je pourrais donner à des jeunes, enfin entre guillemets, hein, thérapeutes ou hypnose, bah, c'est nouveau, apprendre, 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 lire et travailler, quoi. Je, Je regrette une attitude que je vois parfois un petit peu, c'est l'idée que l'on va, à travers une formation, qu'elle soit en hypnose, en coach, voilà, devenir en fait un accompagnant pour tout type de problématique ou voilà. Et non, il y a tellement d'acquis, il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses à comprendre. Ça fonctionne pas comme ça, quoi. Alors, je dis pas qu'il faut passer tout le temps par des formations. Moi, je dis que toute ma vie, j'ai gardé un budget. Chaque année, je suis une ou plusieurs formations par intérêt. Et je continue à le faire, hein. Cette année-ci, j'ai encore des formations programmées euh, parce que chaque situation que je rencontre me confronte à des limites, à quelque chose que j'ai encore envie d'apprendre et de découvrir. Enfin, c'est mon fonctionnement, mais voilà, j'encourage vraiment les jeunes à faire comme ça. Et c'est soit de garder un budget pour les formations, et puis se former, ça ne doit pas se faire simplement en payant des formations. Il y a tellement de contenu gratuit aujourd'hui sur YouTube, c'est une mine d'infos. Alors, pas de ChatGPT, parce que dans le domaine de la thérapie, il est à la ramasse. Mais par contre, YouTube, il y a plein de chaînes hyper sérieuses. Plein qui vont parler de psychiatrie, de troubles mentaux, de psychopathologie, si on n'aime pas lire, par exemple. YouTube, il y a tout, hein. Est-ce que suite au podcast, tu aurais la gentillesse de peut-être que tu m'envoies, toi, si tu as certaines chaînes YouTube comme ça, où tu te dis, parce qu'il y en a peut-être aussi qui sont de meilleure facture que d'autres, donc si tu en as, je sais Oui. pas, deux, trois, où tu te dis, ah, ça, sur tel sujet, je l'aime bien, comme ça, moi, je les mets après dans les liens Oui, du moi podcast, et je peux les nommer là même, hein. La chaîne de la psychiatrie du Soleil, c'est une chaîne exceptionnelle. C'est enfin, l'Institut psychiatrique de Marseille qui donne plein de cours. C'est des cours de psychiatrie qui sont donnés à leurs élèves, hein, à leurs internes en psychiatrie, en psychologie, et qui sont ensuite distribués gratuitement sur la chaîne La Psychiatrie du Soleil. Il y a plein de playlists sur la psychopathologie, la psychotraumatologie, plein de domaines. Et une autre chaîne qui est plus une chaîne de vulgarisation, celle-là,
Mais il y en a encore d'autres, hein. C'est Julien Bess, et c'est sur la systémique. C'est un systémicien, un psychologue systémicien, et il fait des courtes vidéos d'1 quart d'heure sur la systémique. Alors voilà, moi, mon fonctionnement, c'est que chaque fois que je prends la voiture, que j'ai besoin de faire un trajet, bim, un podcast, et j'écoute, quoi. Et tout ça, voilà, ça imprègne d'une manière ou d'une autre. Et puis, voilà, dehors des journées que je passe à la bibliothèque de psycho, enfin, voilà, dehors de... Mais oui, lire, s'informer, se former autant que l'on peut, et se faire superviser aussi. Voilà, améliorer autant qu'on le peut sa pratique et sa posture. Magnifique, ambition de toute une vie, peut-être même de plusieurs vies, donc il y a du boulot, mais c'est aussi ce qui rend nos métiers si merveilleux et si passionnants, donc merci infiniment. Est-ce que, en guise de dernière question, si jamais il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ou une question que tu aurais aimé que je te pose et que tu trouves qui mériterait voilà, un éclairage, la scène est à toi pour conclure cet entretien. Oui, alors aussi, passer par une psychothérapie. Ben oui, mais oui, enfin, on parlait tout à l'heure d'ego, travailler cet ego, ça veut pas dire s'en débarrasser. Ça veut dire juste le repérer, savoir dealer avec lui, lui donner la place qu'il... Voilà. Mais quand je dis l'ego, c'est très large, hein. Donc, comment est-ce qu'on peut définir d'ailleurs l'ego? Euh, je parlerai plutôt des parties de soi aussi de nouveau, hein, tu vois, pour vraiment voilà, pouvoir repérer lorsque je suis dans ma posture self, c'est-à-dire la posture que je préconise dans la psychothérapie, une posture d'écoute, de bienveillance, de présence à l'autre. Euh, Ça peut sembler tellement bateau de dire ça, mais je pense que c'est vraiment important de se connaître beaucoup aussi pour avancer avec l'autre. Voilà. C'est vrai que j'ai fait juste une tranche véritablement de psychothérapie, mais assez longue avec une psychothérapeute gestaltiste. Et c'est vrai qu'au-delà des bénéfices personnels du travail sur soi et des explorations des problématiques ou des difficultés que j'avais, à minima pour ma pratique, le fait de passer de l'autre côté du miroir, de voir l'effet que ça fait, d'avoir quelqu'un qui a un cadre, comment elle le tient, comment elle adapte quand on sort un peu du cadre, euh, et oui, cette expérience humaine d'aller voir quelqu'un, de s'en remettre à quelqu'un pour se faire aider, bah, probablement qu'avant que je m'autorise, je m'offre le luxe, entre guillemets, de faire ça, bah, j'avais déjà quelques années d'accompagnement derrière moi. Et je pense que j'étais un petit peu hors sol parce que accompagner des gens sans avoir vécu le fait d'être accompagné, ben, je sais pas, en le disant comme ça, on sent bien qu'il y a, même si on a fait toutes les études du monde, même si on a compris plein de choses théoriques, le fait de le vivre soi en tant qu'être humain, en tout cas voilà, je peux confirmer que ça a été une expérience importante aussi moi dans mon parcours d'accompagnement. Oui, d'autant plus, je pense, que l'on apprend sur les autres. Moi, je remercie mes patients parce que ça fait 25 ans que je travaille avec eux, ça fait 25 ans qu'ils me renvoient à travers leurs problématiques à des zones de moi que je n'ai pas encore bossé. Donc, oui, moi, ça fait 25 ans que je suis en thérapie. Alors, pas avec la même thérapeute, mais j'en ai eu une dizaine et je suis toujours actuellement en thérapie, je suis toujours actuellement en supervision. Voilà, c'est... Mais j'admets que la psychologie, c'est le centre de ma vie, on va dire. C'est pas le seul, hein, mais c'est le centre de ma vie, ouais. La compréhension. Magnifique, Karima. Un immense merci pour ton temps, ta disponibilité, ta générosité là dans l'interview qu'on a faite et par ailleurs sur les réseaux. Comme je le disais, je mettrai tous les liens pour que les gens puissent retrouver ton travail. Je crois que vous l'avez senti. Je me rends compte que je finis un peu toutes mes interviews comme ça, mais je pense que c'est aussi que je choisis les personnes que j'invite, peut-être avec ce critère. On est plutôt passionné par ces sujets avec Karima. Donc n'hésitez pas si ça vous interpelle, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres questions. Voilà, on est assez présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou si vous l'écoutez en podcast, interpellez-nous évidemment. Bon, vous connaissez les us et coutumes hein, des réseaux sociaux. Je vous invite à liker, à partager. Voilà, rendez cette vidéo virale.
on va pas s'enflammer, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Le but, c'est pas tant qu'on arrive vraiment quelque part avec ces échanges, si jamais ça ouvre des portes et que ça stimule un peu l'envie d'avancer, la réflexion, que ça plante des graines, ça éclaire des possibilités. Et si ça soulève d'autres questions, voilà, c'est plus dans cette perspective qu'autre chose. Donc, encore merci beaucoup à toi, Karima, et à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Avec joie. Merci à toi, Adrien.